Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. J'ai le plaisir de vous faire découvrir à la radio et à la télévision, depuis des années, des personnages célèbres ou méconnus, ou de vous révéler les grands mystères du passé. Je vous ai entraîné sur des sites mythiques. Certains sont connus, d'autres sont encore inaccessibles au public et pourtant ils permettent parfois de donner des éclaircissements sur des énigmes du passé. Aujourd'hui, grâce aux découvertes et aux travaux sur le terrain ainsi qu'aux progrès scientifiques, il est possible d'apporter des explications à quelques grands mystères, notamment au sujet de la reine Néfertiti. Des bouleversements importants semblent entourer Néfertiti et son époux, le pharaon Aménophis IV Akhénaton, liés à ce que l'on a appelé le monothéisme égyptien. On peut cerner la vie quotidienne à Akhénaton, aujourd'hui Tel El Amarna, ville créée par le couple royal entre Thèbes et Memphis, non loin de Mignais, et comprendre certaines personnalités proches des souverains qui ont elles aussi habité à Akhénaton. Quand on parle de Néfertiti, on pense immédiatement au fameux buste exposé au Neues Museum de Berlin, trouvé en 1912 à Tel El Amarna et emporté par un archéologue allemand, que les autorités égyptiennes ont tenté à plusieurs reprises de récupérer. Ce buste, étrangement bien conservé, était peut-être tombé d'une étagère sur laquelle le sculpteur Thoumès, artiste officiel de la cour, plaçait ses œuvres. La grande épouse royale Néfertiti aurait tant apprécié son talent, que devant la multiplication de ses visites au palais, d'aucuns ont au fait d'inventer une histoire d'amour entre elle et le sculpteur. Soi-disant éconduit, il aurait même osé abîmer le buste de Néfertiti représenté borgne, parce qu'elle ne répondait pas à son attente. Akhénaton était la cité du dieu solaire Aton, divinité principale au temps d'Aménophis IV Akhénaton, fils d'Aménophis III. Le couple Néfertiti-Aménophis IV Akhénaton vénérait aussi d'autres divinités comme Hathor, la déesse de la féminité, ou Bès, mais ignorait la plupart des autres dieux adorés par les Égyptiens avant leur règne. La vénération de dieux primordiaux dans les religions polythéistes n'avait rien d'exceptionnel. Les Égyptiens avaient coutume de célébrer le culte d'un dieu plutôt qu'un autre, lié à telle ou telle cité, selon l'endroit où ils habitaient. Ptah était ainsi le dieu primordial de Memphis. Mais sous le règne d'Aménophis IV Akhénaton et de Néfertiti, on tendait vers l'idéalisation d'un seul dieu. Quelques années auparavant, la reine pharaon Hatshepsut avait placé bien avant les autres divinités un dieu à ses yeux, essentiel, Amon de Thèbes qu'elle disait être son père divin. Elle avait occulté de nombreux dieux importants pour les Égyptiens comme Osiris, soulevant par là même la colère de plusieurs clergés. Les dieux honorés étaient moins nombreux. Certains se voyaient au contraire accorder plus de pouvoir qu'auparavant. L'adoration du dieu solaire Aton, à l'époque de Néfertiti, a entraîné des conflits, notamment avec le clergé d'Amon tout-puissant sous les règnes précédents. Le pouvoir d'Aton est tel que les membres de la famille royale modifient leur nom qui doit faire, le plus souvent possible, référence à Aton, toutes les allusions au dieu Amon disparaissant de ce fait. Le roi Aménophis IV Akhénaton ordonne la destruction des statues du dieu thébain Amon, et le martelage de son nom sans parvenir toutefois à effacer toutes ces représentations ou les textes le concernant tant ils sont nombreux. Sous Aménophis III, le dieu soleil avait déjà une grande importance. Le choix religieux de son fils Aménophis IV Akhénaton n'est donc pas surprenant. Mais on peut s'interroger sur le rôle de Néfertiti à ce sujet. Quelle a été son influence sur son époux? Pourquoi adorait-elle aussi le dieu Aton? La création de la ville d'Akhénaton est-elle une idée de la reine ou du roi? Néfertiti était-elle égyptienne ou était-elle née au Mitanni, pays asiatique qui adorait un dieu solaire? Cette prédominance du dieu Aton ne dure toutefois que quelques années puisqu'après la disparition d'Aménophis IV Akhénaton et de son successeur Sémenkaré, les rois retournent vivre en Haute-Égypte, à Thèbes, et redonnent au clergé d'Amon toute sa puissance. Leur nom change de nouveau. Toutankhaton devient Toutankhamon. Son épouse, Ankhésepaton, l'une des 6 filles d'Aménophis IV Akhénaton et de Néfertiti, se fait appeler Ankhésenamon. 2 personnages importants ont alors une grande influence dans les décisions prises à cette époque. Des hommes qui ont dirigé l'Égypte sous le règne de plusieurs pharaons. Horemheb, le chef des armées qui sera le dernier roi de la 18e dynastie, et Haï, responsable des affaires intérieures du pays.
Néfertiti, reine apparemment populaire et admirée, qui a lancé des modes comme le port des perruques aux cheveux courts en prenant modèle sur la coupe des soldats nubiens, reste un mythe. Beaucoup de légendes ont couru au sujet de sa disparition mystérieuse. Son épouse Aménophis IV Akhénaton l'aurait reléguée dans une aile du palais pour mettre en avant l'une de ses favorites, Kia. Néfertiti serait morte de la peste comme de nombreux habitants d'Akhénaton. Son mari l'aurait fait disparaître. Mais aujourd'hui, où est son corps? Où la reine a-t-elle été enterrée? Où se trouve l'ensemble de ses objets funéraires? Tout comme pour sa fille Ankheznamon, qui disparaît peu de temps après son jeune époux Toutankhamon, le déroulement de ses funérailles reste un mystère. Il est troublant de ne retrouver que si peu d'éléments, si peu de traces, si peu de signes sur l'enterrement, la tombe, la momie, les trésors funéraires de femmes aussi célèbres de leur vivant. Dès le règne de la grande épouse royale Ahmes-Néfertari et du pharaon Ahmosis, au début de la XVIIIe dynastie, les reines ont eu une place et un rôle plus imposants qu'auparavant. Le pouvoir d'Ahmes-Néfertari était reconnu sans conteste en Égypte, notamment après le décès de son mari. C'est elle qui avait choisi la vallée des rois comme lieu de sépulture des pharaons, et qui fit aménager le village des ouvriers des tombes royales, à Der el-Médineh. Elle fut divinisée. Quelques années plus tard, Hatshepsut, femme pharaon de talent, maintint un pays en paix pendant plus de 20 ans malgré les menaces extérieures, après avoir combattu les Asiatiques et les Nubiens en première ligne, avoir repris la politique de restauration des temples divins de son père et s'être imposée même quand son neveu Thoutmôsis, dont elle était la tutrice, gouverna l'Égypte avec elle. À sa suite, avaient régné des femmes compétentes et populaires comme la reine Tiye, grande épouse royale d'Aménophis III, qui était capable de dicter la correspondance de l'Égypte avec les rois étrangers. À Tel el-Amarna, ont été retrouvées des tablettes de messages rédigées en cunéiforme, très précieux pour la compréhension des relations de cette période entre les différentes cours alliées ou ennemies de l'Égypte. Tiyi suppléait ainsi son épouse Aménophis III comme le fit des siècles plus tard, Aspasie pour certains discours de son compagnon Périclès qu'elle rédigeait elle-même. Quand Néfertiti et Aménophis IV Akhénaton avaient pris le pouvoir, le peuple égyptien était donc habitué à voir des reines s'affirmer auprès de leur époux. Des fortes personnalités avaient déjà fait leurs preuves. Dans ce contexte, Néfertiti pouvait peut-être plus aisément imposer son caractère, ses réformes, ses idées ou ses initiatives. Cependant, connaître son tempérament et sa personnalité, savoir comment se comportait le couple royal sont des tâches d'autant plus difficiles que le règne de ce couple adorateur d'Aton a été volontairement effacé de l'histoire et que les vestiges retrouvés à Tel el-Amarna, les tombes abîmées, laissent à peine entrevoir le reflet d'une ville qui devait être magnifique. L'image du roi fut martelée et son nom ne figure pas sur les listes royales. D'autres étrangetés entourent la famille royale. De nombreuses représentations du roi Aménophis IV Akhénaton, de Néfertiti et de leurs enfants, statues ou têtes actuellement exposées au musée égyptien du Caire et au musée de Luxor, les montrent avec des visages allongés et des corps bedonnants peu esthétiques. Le roi était-il malade? Le nom d'une maladie a entre autres été avancé mais comme elle entraîne la stérilité du malade, il ne semble pas qu'Aménophis IV Akhénaton en ait souffert. Le pharaon aurait en effet eu 6 filles avec Néfertiti. À côté de ces curieuses sculptures, des peintures printanières et délicieuses, de bleu et de vert mêlés, morceaux de fresques du palais de Néfertiti et d'Aménophis IV Akhénaton, présentés au musée égyptien du Caire, permettent d'imaginer la finesse, la gaieté et la fraîcheur de la décoration des pièces du palais d'Akhénaton. Pendant cette période dite armanienne, les sculpteurs et les peintres ne présentent plus des pharaons hiératiques, froids et distants. On voit le roi faire sauter ses enfants sur ses genoux, ou partir avec son épouse dans un char pour une promenade amoureuse. Ces instants de complicité, ces scènes presque modernes, rendent soudain la famille royale très attachante et donnent envie de repartir sur ses traces pour lui redonner vie malgré les destructions qui ont suivi son règne. Elle émerge soudain du néant en même temps que ces quelques années où la cité d'Akhénaton, créée ex nihilo dans un lieu improbable, était le centre du pouvoir, brillant de 1000 feux, accueillant les personnages les plus influents et les plus puissants du monde. Chapitre 1 Le contexte historique. Les origines d'Amenophis IV.
Aménophis IV est le fils d'Aménophis III et de la grande épouse royale Tiye, l'un des couples les plus populaires de l'histoire égyptienne. Appartenant à ce que l'on appellera la 18e dynastie, puisque l'historien Manéthon, 2e siècle avant Jésus-Christ, avait divisé l'histoire égyptienne en différentes périodes. Aménophis III a pour ascendant le roi Ahmosis, premier pharaon de la 18e dynastie, marié à la reine Ahmès-Néfertari. Très respecté des Égyptiens, considéré comme un héros, Ahmosis avait repoussé les envahisseurs Hyksos qui s'étaient installés en Égypte, notamment à Memphis et à Avaris dans le nord du pays. Il fut divinisé. Son fils, Aménophis Ier, régna avec sa mère puis avec son épouse. Thoutmosis Ier, époux d'Ahmose, fille probable du pharaon Ahmosis, lui succéda. Sa fille Hatshepsut dirigea l'Égypte à la suite de son frère Thoutmosis II, enfant de Thoutmosis Ier et de Mout-Nofret, première femme de Thoutmosis Ier. Suivirent les règnes d'Hatshepsut et de Thoutmosis III, grand pharaon de l'Égypte ancienne qui remporta 17 victoires déterminantes, de Thoutmosis III seul, d'Aménophis II et de Thoutmosis IV, le père d'Aménophis III. À en croire la légende, Thoutmosis IV serait devenu pharaon grâce à l'appui du sphinx de Gizeh. Quand il était jeune, Thoutmosis IV, qui s'entraînait à la course de chars avec des amis sur le plateau de Gizeh, s'était un jour assoupi à l'ombre du sphinx. Comme il était ensablé, le sphinx lui aurait proposé dans son rêve de s'occuper de lui et de le désensabler. En échange, il le ferait roi d'Égypte. Tourmenté par ce songe inattendu, Thoutmosis IV s'exécuta et devint pharaon. Il régna 9 ans et fit élever un obélisque dans le temple de Karnak. Il l'emporta dans de nombreuses batailles, notamment en Nubie, et aurait renforcé ses relations avec le Mitanni, au nord-est de l'actuelle Syrie, en épousant Moutmouya, qui était peut-être la fille du roi Artatama Ier. Comme de nombreux souverains de la 18e dynastie, le roi Thoutmosis IV paraissait tolérant et s'intéressait aux religions et à la culture des autres civilisations. Il avait des épouses secondaires originaires du Mitanni, et connaissait ainsi les divinités asiatiques, adhérant volontiers à l'adoration d'un dieu primordial et solaire, à l'instar des Asiatiques. Thoutmosis IV laissa à son fils un territoire imposant. À son décès, son épouse dirigea l'Égypte jusqu'à ce que son fils ait l'âge de le faire. Elle veilla à ce que le prince reçût la meilleure des éducations. Amenophis III, le beau-père de Nefertiti. Comme pour de nombreux rois, la naissance d'Aménophis III est liée à une légende. On raconte que le dieu de Thèbes, Amon, était amoureux de l'épouse du roi Thoutmosis IV, Moutmouya, et qu'il aurait pris les traits du souverain pour s'unir à elle. La théogamie fut fréquemment utilisée pendant la 18e dynastie, façon pour les souverains de rendre leur règne plus légitime. Aménophis III était un bon chasseur, la chasse préparant les princes à la guerre. Mais curieusement, sur le terrain, en pleine bataille, il ne brillait pas autant que les rois précédents. Aménophis III fit donc ériger des stèles commémorant des attaques peu prestigieuses. Il l'emporta sur la Nubie en l'an 5 de son règne, victoire qui aurait toutefois permis à l'Égypte de faire plus de 700 prisonniers. Les textes retrouvés à Aswan rappellent cette victoire facile. Avec leurs soldats bien entraînés, les Égyptiens sortaient souvent victorieux du champ de bataille, notamment quand ils luttaient contre leurs voisins, les Nubiens rebelles. Mais toutes ces escarmouches n'étaient guère valorisantes. Aménophis III resta célèbre grâce aux magnifiques réalisations qu'il fit exécuter par ses plus fidèles collaborateurs. Il fit embellir des sites comme Héliopolis, Hermopolis, Thèbes, Memphis, Saqqara. Comme ses prédécesseurs, il compléta la décoration du temple de Karnak, y ajouta des pylônes, des statues le représentant, un petit temple dédié à Montou, un autre consacré à Mout, un scarabée géant, signe protecteur aux yeux des Égyptiens. Il rénova surtout le petit temple d'Amon à Luxor où chaque année, à l'occasion de certaines fêtes religieuses, la barque du dieu thébain était accueillie après avoir été transportée par des prêtres de la chapelle de Karnak jusqu'à ce lieu sacré. Ces prêtres avançaient de chapelle reposoir en chapelle reposoir, encensant et purifiant le dieu Amon dont la sortie, au vu de tous, pouvait porter atteinte à sa pureté. Des éléments, retrouvés en 1989 dans le petit temple d'Amon, sont actuellement exposés dans la cachette du musée de Luxor. On peut y contempler une magnifique statue d'Aménophis III dont le visage rond, poupon, aux yeux en amande,
aux lèvres épaisses et aux pommettes hautes rappellent les traits de nombreux membres de la famille royale ainsi que des représentations remarquables et bien conservées de Horemheb agenouillé face au dieu Amon. Le roi tend les vases globulaires au dieu thébain coiffé de la double plume. À Thèbes-Ouest, Aménophis III s'était fait construire un temple imposant dont il ne reste malheureusement que peu d'éléments. Les fameux colosses de même nom qui sont en réalité deux statues gigantesques d'Amon dédiées, au moment de la mort d'Aménophis III, au pharaon défunt. Ces statues, endommagées par les inondations et fissurées, émettaient, disait-on, du bruit et des sifflements. Elles furent comparées par les Grecs aux représentations de même nom, héros éthiopiens tués par Achille. Selon la légende, le héros, enterré à cet endroit, gémissait et appelait Eos, divinité de l'aube. Ces bruits émis par les colosses de même nom provenaient en réalité, soit de légers tremblements de terre, soit de l'évaporation de l'humidité enveloppant la statue, soit de la dilatation de la pierre sous la chaleur. Ces statues furent restaurées par l'empereur romain Septime Sévère. Aucun bruit n'émana plus dès lors, de ces monuments énigmatiques. Le site est actuellement fouillé par une équipe allemande. On y a notamment retrouvé un sphinx représentant la grande épouse Tilly qui fut divinisée de son vivant. Une stèle. Tout récemment les restes d'un colosse d'Aménophis III. Les statues qui flanquaient le temple de millions d'années, de 21,30 mètres, sont accompagnées de représentations plus petites de la reine Tilly et de Mout Mouya. Ces statues gigantesques inspirèrent Ramsès II qui fit créer sur leur modèle les statues assises d'Abou Simbel. Grâce au texte de la stèle, nous savons aujourd'hui que ce temple devait être magnifique, en grès blanc et en or, avec des parterres en argent, chaque porte étant ornée d'électrum, mélange d'or et d'argent qui recouvrait habituellement le pyramidion, extrémité des obélisques. Un lac se remplissait, pendant la saison de l'inondation, de l'eau du Nil. Un très nombreux clergé et de multiples serviteurs s'activaient pour entretenir le domaine et le temple. Endommagé par les eaux, le temple fut également victime des pilleurs, à commencer par les pharaons suivant le règne d'Aménophis III qui n'hésitèrent pas à se saisir des matériaux précieux pour embellir le leur. Sous la 19e dynastie, Méremptah utilisa ainsi, sans état d'âme, plusieurs éléments du temple d'Aménophis III. Tiyi, belle-mère de Néfertiti. Probablement 2 ans après sa prise de pouvoir, Aménophis III épousa Tiyi, peut-être sur les conseils et l'insistance de sa mère Mout Mouya. La jeune fille, qui avait 12 ou 13 ans, paraissait sage et obéissante. Elle était la fille de 2 personnages brillants, Yuya qui devint chef des écuries du roi et qui avait une connaissance exceptionnelle des chevaux, et Touya, prêtresse vénérée et respectée. Aménophis III avait coutume de faire connaître ses décisions à ses tributaires, à ses alliés et à son peuple. Pour ce faire, il faisait circuler des scarabées en pierre au dos desquels étaient mentionnés les principaux événements de sa politique. C'est ainsi qu'ils apprirent aussi les choix d'Aménophis III dans sa vie privée. Les parents de Tilly n'avaient probablement aucun lien avec la famille royale. Fonctionnaires, ils vivaient à Akhmin. Mais quand leur fille devint grande épouse royale, ils vinrent vivre à Thèbes. Vu ses yeux en amande, la forme de son visage, ses cheveux frisés et sa bouche pulpeuse, d'aucuns ont avancé l'hypothèse que Tilly avait du sang nubien dans les veines, ce qui est possible. Mais elle pouvait aussi être asiatique, de l'actuelle Syrie ou de l'actuel Liban. Ses yeux auraient été bleus. Ses origines ne sont donc pas clairement définies. On a retrouvé à Gourob plusieurs représentations de la reine, notamment une statuette en bois d'if très célèbre. Il est vrai que sa peau paraît sombre puisqu'elle a été sculptée dans un bois marron foncé, mais d'autres représentations la montrent blanche de peau. Elle porte la perruque nubienne, mise à la mode par Néfertiti, faite de cheveux assez courts et très frisés. Mais comme de nombreuses égyptiennes qui se coiffaient sur le modèle de la reine, il est possible que Tilly ait adopté elle aussi dans ses coiffures les modes de l'époque. Cette coiffure n'est donc pas non plus une preuve de son origine. Le fait de représenter un être humain d'une couleur blanche avait une connotation symbolique, et signifiait que cette personne était en vie. Cet élément n'est donc pas plus déterminant pour fournir une preuve de l'origine de Tilly. S'il n'était pas apparenté au roi, Yuya et Touya étaient respectés pour leurs fonctions et leur réussite. Le père de Tilly était non seulement responsable des écuries mais aussi père divin, titre que portera également son fils Haï,
un des pères supposés de Néfertiti qui deviendra pharaon sous cette même dynastie. Le père de Tiye faisait partie du clergé de Min, le dieu dont le symbole était une laitue que l'on vénérait lors d'une grande fête annuelle. La mère de Tiye travaillait, elle aussi, pour le dieu Min ainsi que pour la déesse Hathor, et elle était musicienne dans le collège d'Amon. Elle avait de nombreuses charges au palais, son titre principal étant responsable de la grande épouse royale. Les momies de Yuya et Tuya, enterrées ensemble dans la vallée des rois, tombe Kings Valley 46, ont été retrouvées. Bien que leurs tombes aient été pillées dans l'Antiquité, de nombreux objets funéraires ayant appartenu à ce couple hors du commun ont été rassemblés et exposés au Metropolitan Museum de New York et au musée égyptien du Caire. En arrivant dans la vallée des rois, leur tombe se trouve sur une petite voie, à gauche du chemin principal, menant à la Kings Valley 60, sépulture de la nourrice d'Hatshepsut. Les deux momies étaient dans des cercueils en bois jusqu'en 1905. L'archéologue américain Theodore Montgomery Davis décida d'ouvrir le tombeau et l'examina en compagnie de l'inspecteur Arthur Weigall et du conservateur du musée égyptien du Caire, Gaston Maspero, à l'aide de simples bougies. Ils durent alors emprunter le passage fait par les pilleurs de tombes. Nous savons que Gaston Maspero eut du mal à passer par le trou fait par les voleurs pour accéder à la chambre funéraire car il était d'une corpulence plus forte que les autres. Quand ils lurent sur le cercueil le nom de Yuya, tous comprirent qu'ils avaient trouvé un sarcophage important. Alors qu'ils approchaient dangereusement leur bougie du cercueil au risque de l'embraser afin de lire d'autres inscriptions, Gaston Maspero mit tout le monde en garde. Les archéologues prirent alors le temps de faire une installation électrique pour explorer la tombe tranquillement. De la tombe de Yuya et Tuya avaient été exhumés des Osiris végétants, images d'Osiris couché constituées de limon, d'eau et de grains d'orge, protecteurs de l'immortalité, Osiris étant le dieu des morts, un char qui aurait appartenu à Toutankhamon tout à fait semblable à ceux retrouvés dans la sépulture du jeune roi, des vases canopes dans lesquels étaient placés les viscères des rois, des coffrets, des objets funéraires d'une grande finesse qui rappellent ceux de Toutankhamon. Les frères de Tiyi. Haï a vécu vieux, et a eu l'honneur de servir de nombreux pharaons. Père divin et responsable des écuries royales, il a entre autres embelli la ville d'Akhmin. Haï avait de hautes fonctions à la cour d'Aménophis III. Il eut également un rôle prépondérant sous Aménophis IV Akhénaton, devenant responsable des affaires intérieures. Horemheb, le chef des armées, partageait en quelque sorte le pouvoir avec lui. Ils gardèrent leurs fonctions sous Sémenrarès, le successeur d'Aménophis IV, et sous Toutankhamon avant de devenir à leur tour pharaon. On verra qu'Haï ne fut peut-être pas étranger au décès de Toutankhamon, et qu'il dirigea probablement le pays tant que le jeune roi n'en était pas capable. Peu de représentations d'Haï ont été retrouvées. Un petit buste est actuellement exposé au musée égyptien du Caire. Il ne permet pas d'établir des comparaisons avec les autres membres de sa famille. Le second frère de Tiyi, Anen, était deuxième prophète d'Amon. Ses fonctions étaient extrêmement importantes. Il est souvent représenté la tête rasée comme tous les prêtres purs, une peau de panthère jetée sur l'épaule. Il est possible que le poste de sa sœur l'ait aidé à avoir plus de pouvoir encore. Il est mort jeune et a eu le privilège d'être enterré dans la vallée des nobles à Cheikh Abd el-Gourna. Popularité de Tiyi. La reine Tiyi devint extrêmement populaire. Elle était intelligente, diplomate, exemplaire. Elle était capable de rédiger des discours politiques, de suppléer son mari, comme elle le fit dans les dernières années de sa vie quand le pharaon... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.